Noël, ensemble, passer Noël ensemble. Noël, ensemble, passer Noël ensemble. Mon coup de cœur de la semaine, c'est Hellboy Krampusnacht, sorti cette semaine chez Dark Horse Comics. C'est écrit par Mike Mignola, créateur du personnage, et dessiné par Adam Hughes, que vous avez peut-être vu sur Betty et Veronica ces derniers temps chez Archie Comics. Et qu'est-ce que c'est? C'est un one-shot sous forme de conte de Noël, forcément avec une tournure un petit peu macabre et fantastique, vu qu'on parle de Hellboy, dans lequel en fait le personnage va rencontrer le Krampus, c'est-à-dire en fait cette version folklorique du père Fouettard qui a une apparence plus de bouc, hein, un truc plus démoniaque. Et donc c'est une histoire assez simple en fait, dans laquelle le Krampus va venir voir Hellboy et lui dire en fait qu'il en a un petit peu marre de jouer les méchants et qu'il aimerait bien que Hellboy le savate pour qu'il puisse partir, quitter ce triste monde. Ce qu'on peut comprendre, hein, vraiment, parce que parfois c'est pas très marrant, même quand t'es un démon. Et il y a quand même un petit twist qui fait vraiment office du coup de conte, vraiment de conte de Noël, d'avoir un peu cette ambiance un peu particulière. En plus c'est superbement illustré par Hughes qui fait vraiment des merveilles, que ce soit juste dans le dessin en tant que tel, mais aussi avec le travail des ombrages, notamment les apparitions du Krampus, la première est vraiment saisissante. Donc vraiment ce genre de petits comics à lire par pur plaisir en cette fin d'année, sans se prendre la tête, mais avec une histoire pas dégueulasse, puis de retrouver Mike Mignola sur Hellboy, ça fait toujours plaisir. Et retrouver du Hellboy, de toute façon, ça fait toujours plaisir, n'en déplaise à JB. Et donc voilà, je vous invite très chaudement à le lire. Mon coup de cœur cette semaine, c'est le numéro 5 de The Art Place, écrit par Doug Wagner et dessiné par Nick Rummel chez Image Comics. Je vous avais parlé du numéro 1 il y a 5 mois, du coup. Et là, donc c'est le numéro 5, c'est la fin de la série, et en fait, ça confirme tout ce que je pensais du numéro 1. C'est vraiment excellent, c'est une histoire de braquage avec un pilote. Donc, on n'est pas sur un scénario exceptionnel, il y a quelques petits rebondissements, mais c'est pas non plus le twist de fou de l'année où on dit « Oh mon Dieu, je ne l'avais pas vu venir !» Mais c'est super efficace comme lecture, et c'est surtout très très beau, avec énormément de couleurs pastel et des couleurs fluo, c'est flashy, ça pète dans tous les sens. Vous avez 5 numéros, soit vous les prenez en single maintenant, soit vous attendez mars, parce que Image va sortir le volume relié. Voilà, c'était vraiment une lecture très sympa. Mon coup de cœur comics cette semaine, c'est X-Men Grand Design de Ed Piskor. Alors j'en avais parlé cet été, parce que ça avait été annoncé à la San Diego Comic Con. Alors qu'est-ce que X-Men Grand Design? C'est une mini-série du coup qui est dessinée et écrite par Ed Piskor, qui avait déjà fait un genre de roman graphique assez original, puisque ça s'appelait Hip Hop Family Tree, où en fait il revenait sur l'histoire du hip hop, mais avec un style un peu vieillot, dans le sens où, mais très stylé, parce que dans le sens où ouais, ça ressemble un peu à du Silver Age, avec une teinte un peu passée et tout au niveau des couleurs. Et en fait, il avait fait toute l'histoire du hip-hop, c'était vraiment super classe. Il revenait sur le côté historique et en même temps sur les nouvelles tendances et tout. Et du coup, là, en fait, il prend un peu ce concept, mais il l'applique aux X-Men, avec X-Men Grand Design, qui est une série en fait qui va permettre de retracer toute l'histoire des mutants. Donc c'est ce qui est assez malin, parce que au final, les mutants sont vachement en retrait depuis quelques années chez Marvel, et on pourrait même dire depuis Marvel Now, parce que l'équipe mutante du passé qui arrivait avec All New X-Men, qui était l'équipe originale, a quand même pas mal chamboulé l'organisation classique des mutants. Et en fait, du coup, là, c'est l'occasion de revenir sur leur passé qui est assez lourd. Donc ce premier numéro qui fait 40 et quelques pages est vachement dense à lire, mais super intéressant, parce que il se focalise principalement sur Charles Xavier et sur Magneto, sur leurs premières années, sur la découverte de leur pouvoir et tout. Et en même temps, la formation de la première équipe des X-Men, composée de Jean Grey, de Iceman, de Cyclops et de Beast. Et du coup, ouais, c'est vraiment cool comme numéro, parce que c'est l'occasion évidemment de redécouvrir les mutants et en même temps de moderniser un peu leurs origines, parce que du coup, même si ça se passe même si c'est dans le passé, dans le contexte de l'époque, ça permet de faire le point en fait sur tous les personnages, sur la façon dont ils sont rencontrés, la façon dont ils ont évolué et tout. Et franchement, c'est une lecture que je conseille, d'autant qu'elle tombe vachement à pic, et je pense que le calendrier n'y est pas étranger, puisque bientôt Jean Grey original sera de retour avec Phoenix Resurrection, et avec ce qui s'est passé entre Disney et la Fox, le fait que Disney rachète une partie de la Fox, ça veut dire que les mutants vont sûrement revenir en force dans les prochains mois ou les prochaines années, et du coup je pense que c'est une excellente lecture pour découvrir les mutants, ou alors pour refaire le point sur les mutants après toutes ces aventures de ces dernières années qui les ont un peu splittés dans tous les sens. Quand on cherche l'amour,
Y avait-il une autre manière de finir de l'année qu'avec un énorme sac de sel? Je terminerai donc cette année 2017 sur un merveilleux coup de gueule, deuxième coup de gueule de l'année. Il y en a eu 2 sur Star Wars, il ne pouvait n'y en avoir que 2 pour Dark Knight Metal numéro 4 que j'ai lu cette semaine. Et je ne sais pas ce que j'ai lu, je ne sais toujours pas ce que j'ai lu, si ce n'est une sorte de catalogue Ikea de l'univers DC Comics. C'était abominable, c'est déjà ce que je prédisais un peu en parlant en tant que coup de gueule, là aussi, du premier numéro de ce crossover géré par Scott Snyder et Greg Capullo. J'avais vraiment l'impression qu'on allait aller vers des univers et un multivers d'ici complètement surchargé de références et qu'au final l'histoire allait être complètement bête. On a vu que quand elle était un petit peu bête mais complètement métal et rock'n'roll, de temps à autre il y avait des petites fulgurances comme ça. Mais là on est vraiment dans l'extrême inverse, c'est-à-dire que c'est les pires numéros de métal et il n'y en a eu que 3, version exacerbée, version over the top. Et il y a littéralement sur la fin du numéro une apparition de personnages par page. Et c'est des personnages qui ne sont jamais arrivés avant ou qui arrivent un peu façon Deus Ex Machina, même si on les a même s'ils ont peut-être été teasés dans les numéros précédents. Donc ça donne quelque chose qui est complètement indigeste. Il y a un level de référence qui rappelle un petit peu ce que pourrait faire Marvel Studios à l'écran avec des petites vannes. Donc à un moment, il y a Starro notamment qui apparaît, je vous spoil ça, qui arrive genre « Hey, salut, c'est Starro ». Tranquille, je lis vite, je me sustends comme ça, je suis Starro. C'est très bien, mais qu'est-ce que ça apporte à l'histoire en fait? Je ne comprends pas. Au-delà de la référence et au-delà du simple fait de se masturber devant toutes les allusions au reste de l'univers d'ici. C'est pas une histoire cohérente et là, je pense qu'on atteint la limite de Dark Knight Metal au bout de 4 numéros, ce qui est quand même un peu triste. Et surtout, c'est plus du tout épique en fait parce que c'est très difficile à suivre. Il nous avait parlé au départ d'une narration blockbusterienne, etc. Non, c'est l'inverse, la narration elle est beaucoup trop remplie de références et de détails et d'allusions pour que ça puisse être clair. C'est juste vertigineux par moment. Il y a vraiment sur la fin du numéro cette espèce de truc crescendo où vous tournez une page et il y a un nouveau perso qui apparaît, il y a un nouveau truc qui est inventé. Et en plus, c'est con. Il y a une référence à Five Finger Death Punch, qui est un groupe de métal, désolé pour ceux qui l'écoutent, mais qui est quand même pas hyper subtil, et ils réussissent à faire une référence pas subtile avec un groupe déjà pas subtil. Donc en termes de métal, faut repasser, donc je vous donne rendez-vous au Hellfest 2018 éventuellement pour parler de Dark Knight Metal, puis d'oublier tout ça parce que c'est vraiment très pénible. Scott, je sais pas, fait des bouquins illustrés comme tu le fais très bien chez After Death, voilà, les lire After Death chez Image Comics. Vous avez un Scott Snyder très verbeux, mais l'histoire est beaucoup plus touchante et beaucoup plus intéressante. Je termine donc cette année avec un gros coup de gueule pour Dark Knight Metal. Vive le sel et vive Art quelque part.